On interdit l'Europe à Nathalie Yamb pendant que des terreaux du FLA et du CHNIM, qui ont créé une alliance pour déstabiliser le Mali, sont accueillis sur les plateaux de télévision européens et font tranquillement une tournée européenne. Si oui, avec quelle nationalité? Avec quel passeport? Obtiennent-ils des visas pour entrer en Europe et intervenir dans les médias? Ou se déplacent-ils en jet privé pour rejoindre l'Europe et y effectuer une tournée médiatique? Par quel aéroport arrivent-ils et repartent-ils ensuite pour rejoindre, par la route, leur position proche du Mali? S'ils bénéficient d'un statut de réfugié politique, alors qu'ils coopèrent activement avec le CHNIM, reconnue organisation terreau, rien n'empêche la France d'accorder le même statut à plusieurs chefs du CHNIM qui semblent désormais découvrir une nouvelle vocation politique au Sahel. Ils sont blanchis par les médias français. Leur prétendue indépendance y a même été proclamée et présentée comme une réalité en France, qui les loge, les nourrit et assure leur sécurité. Qu'est-ce qu'il faisait en France à ce moment précis? Pourquoi est-ce ce porte-parole qui a été chargé de démentir tout lien entre la libération de 82 soldats maliens et celle d'un agent de la DGSE? Pourquoi ne pas avoir interrogé directement les autorités maliennes et le pays ami qui étaient pourtant au cœur de ce processus? J'ai regardé attentivement ce cirque. Il ne répond à aucune question. Il nie simplement l'histoire de 82 otages, se contredit sur certains points, puis l'émission s'arrête. Tout était structuré, dans les questions comme dans les réponses. On avait même presque l'impression d'assister à un scénario écrit à l'avance. Mais bon, nous avons tous notre réponse. Une autre libération, cette fois-ci celle de 82 militaires de l'armée malienne. Ils avaient été détenus par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda et leurs alliés rebelles Touareg. Est-ce qu'on en sait plus sur les raisons de cette libération? Ici, France 24 annonce la libération des 82 otages maliens, détenus surtout par une coalition de terroristes. Retenez bien cette expression, par une coalition de terroristes. Le lendemain, voici ce que TV5 a présenté. Et avec nous, Atayag Mohamed, vice-chargé de relations extérieures du FLA, le Front de libération de l'Azawad. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Sur cette libération des 82 militaires, vous dites qu'il s'agit d'un geste strictement humanitaire. Expliquez-nous comment cette libération s'est-elle organisée concrètement? Qui en a pris l'initiative? Alors, France 24 annonce que les otages étaient détenus par une coalition de terroristes et le lendemain, TV5 Monde reçoit un membre, un représentant de cette coalition de terroristes. Comment est-ce qu'un État de droit, un État démocratique peut recevoir sur la télé publique, la chaîne publique, un représentant, un membre d'une coalition terroriste? Comment expliquer ça? Sur l'élément de France 24, Serge Daniel annonce que la libération des otages est bien sûr conditionnée à une future libération de la part du Mali ou bien du Niger. Alors, il y a eu des interventions, par exemple, officiellement, les rebelles ont écrit au président, d'après nos informations, au président Denis Sassou Nguesso du Congo pour demander sa médiation dans ce processus de libération. Mais il y a eu d'autres également. Il y a eu l'Algérie, le Niger et d'ailleurs, en contrepartie, les rebelles du Front de libération de l'Azawad devraient obtenir du Niger et du Mali la libération de certains de leurs combattants qui sont arrêtés. Et écoutons ce que le représentant de la coalition terroriste va dire sur TV5 Monde concernant cette hypothèse. Et avec nous, Atayag Mohamed, vice-chargé de relations extérieures du FLA, le Front de libération de l'Azawad. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Sur cette libération des 82 militaires, vous dites qu'il s'agit d'un geste strictement humanitaire. Expliquez-nous comment cette libération s'est-elle organisée concrètement? Qui en a pris l'initiative? Les armées maliennes ont été libérées par le Front de libération de l'Azawad hier de façon unilatérale. Vous dites unilatérale, c'est une décision qui a été prise de votre côté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrepartie, des contreparties pour vous? Pour l'instant, nous n'avons pas de discussion directe sur des contreparties. Nous l'avons décidé unilatéralement. Donc vous nous garantissez que ce soir qu'il n'y a aucune contrepartie pour le FLA suite à ces Pour nous, libérations? il n'y a pas de contrepartie en tant que telle. Alors vous venez de suivre Serge Daniel qui disait que il était prévu, ou bien qu'il est prévu, que le Mali aussi et le Niger libèrent aussi
des terroristes. Et le représentant des terroristes dit, non, Serge Daniel a menti. Il n'a pas dit la vérité. Cette libération est unilatérale et en retour, le Mali et le Niger ne vont pas libérer. Amérique, Canada, Angleterre, Irlande, France, Allemagne, Belgique, Italie, fo ka taga se Espagne ma. Désormais, aw bɛ se ka to nin jamana ninnu kan ka wari ci kana Mali la. I b'a ci mɔgɔ ma ka taa ta nɔgɔya la k'a sɔrɔ a ma gɛlɛya jan sɔrɔ a la. A fana ka se a ma miniti damadɔni kɔnɔna la. O sababu ɲuman o ye application Sendwave. Sendwave ye application min n'a bɛ sɔrɔ Play Store fɛ a bɛ sɔrɔ App Store fana fɛ. O t'a bannen dɛ, i bɛ t'i ka profil kɔnɔna la. N'i taara i ka profil kɔnɔna la, code promo i b'a sɛbɛn Drissa 10. I siɲɛ fɔlɔ ka Sendwave utiliser ka code promo Drissa 10 utiliser, Sendwave b'i bisimila ni 10 € gratuitement. Wa a nafa bɛ se ne fana ma. Ni ye tiɲɛ Mori bɛ fɛn min ɲini sunkalo ni a y'a sɔrɔ sunkaloma kɔnɔ o ye taamayɔrɔ surun dan ye agence de voyage 7 village labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don walasa ka se ka 2026 o hijiw ka se ka olu nun don ka se ka lafiya nati bato kɛtɔra Magan ani Madinɛ i taa yɔrɔ kɛ agence de voyage 7 village bawo olu kɛlen don ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ minnu bɛ ni u ka surun lahɔrɔma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Magan ale ni Madinɛ maa minnu taara hiji la olu bɛ se ka seereya. Ne ye hiji kɛ agence de voyage 7 village mɔgɔw fɛ. Madina oni misiri ka surun Magan fana oni misiri ka surun agence ka ɲi trop mɔgɔ faamuyalen b'i dɛmɛ k'i ka tabafu ni ka yimura ni hiji bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ. Cette village c'est la meilleure agence du monde. Ni wari dafalen fana t'i bolo o tɛ problème ye u bɛ sɔngɔ kɛ bɛɛ o la i b'i ka wari dɔrɔn sara bɛɛ kan ka hakili to mun na ɲinan 2026 aji Saudiya ɲɛmɔgɔw ni Mali ɲɛmɔgɔw ka bɛnkanw na o institution kan ka kɛ ka bɛn ka dafa ka bɛn ni décembre kalo tile 31 ye. Coucou à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est la guêpe. Je vois une petite polémique sur les réseaux sociaux. Voilà, généralement, ce sont les apatrides qui veulent créer la zizanie et la confusion, voilà, dans l'esprit de nos différents frères africains. Il y a certaines personnes qui disent que oui, que pourquoi est-ce que Assimi Goïta a libéré l'agent de la DGSE qui a été condamné à 20 ans de prison pour une histoire de participation à la déstabilisation du pouvoir malien et que Assimi Goïta refuse de libérer certains politiciens ou bien même certains, certains Maliens qui ont été incarcérés. Ce que vous oubliez, c'est que cet agent de la DGSE là, il a été envoyé par la France. Et le fait que la France déjà cherche à discuter à ce qu'on libère cet agent veut dire quelque part que cet agent de la DGSE là est un agent qui est très important pour la France. Si la France est allée jusqu'au point de faire des négociations et d'échanges entre cet agent et plus de 80 et quelques de nos soldats, de nos FAMA qui seront libérés, qui ont été libérés en échange de cet agent. Et en plus de cela, des frais encore qui seront payés encore en échange de cet agent. Cela veut dire quelque part que la France a la possibilité de libérer tous nos prisonniers, de libérer tous nos otages, parce que ce sont eux qui nourrissent, qui blanchissent et qui arment ces terroristes. Parce que s'ils ne le savaient pas, ils n'avaient pas une main là-dessus, comment eux, ils ont pu négocier pour qu'on puisse libérer nos FAMA, nos agents, parce que eux, ils ont un élément important. Ce qui concerne les différents, les Maliens qui ont été incarcérés, qui sont dans le même truc qu'on n'a pas gracié, Assimi Goïta ne va pas gracier un Malien qui a participé à un coup d'État, tentative de déstabilisation de son propre pays. Un Malien, fils qui est supposé être un fils digne de son pays, tu t'amuses à aller participer à une déstabilisation de toi-même, ton propre pays. Tu es considéré comme un traître, tu es considéré comme un indigne. Et puis tu vas payer ça, les 20 ans de prison là. Tu vas passer ça. Parce que toi là, tu n'es pas bénéfique pour quelqu'un. Voilà. Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Tu n'es bénéfique pour personne. Donc toi, tu vas passer tes 20 ans en prison. Maintenant, l'agent de la DGSE là, avec lui là, on a 80 de nos FAMA qui sont libérés. Il va payer encore de l'argent encore pour ajouter là-dessus. Et ça là, c'est bénéfique. Parce qu'il y a 80 et quelques familles qui vont retrouver leur mari, leur femme ou leur enfant. Ok? Et encore, une preuve palpable qui démontre par A plus B que c'est la France qui est à la base de la déstabilisation.
C'est la France qui est à la base du terreau. C'est la France qui détient tous nos otages. Tous nos otages de nos différents pays de l'AES. Et aujourd'hui, là, ils ont le dos au mur. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire pour avoir la main sur leur gars. Nous aussi, on va faire et on va demander tout ce qu'on veut demander pour qu'on puisse libérer nos éléments. Donc, ceux qui sont d'accord, là, c'est bon. Ceux qui ne sont pas d'accord, on n'en a rien à faire. Le gouvernement malien sait ce qu'il fait. Assimi sait ce qu'il fait. Il ne va jamais prendre une décision qui va aller à l'encontre du bien-être du peuple malien. Donc, allons seulement, regardons et puis avançons. Bravo pour cette négociation. Ça a été fait dans d'autres pays dans le passé. On n'a pas fait de polémique là-dessus. Ça va continuer d'être fait. Tant qu'ils vont venir chercher à déstabiliser nos différents pays, on va les attraper là. Il y a une possibilité de mettre la main sur des gens qui nous appartiennent, puis la possibilité de leur faire payer encore pour pouvoir avoir accès à leurs éléments, à leurs espions. On va le faire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et ça ne va pas commencer avec Assimi et ça ne va pas se terminer avec Assimi. C'est ça, le volet aussi de la diplomatie. Donc, je vous love et puis courage au peuple malien, courage aux FAMA, courage à l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons comme mes frères burkinabés le disent. Et puis, on est calé et puis on le regarde. Qui viennent encore, on les attend. Puis c'est là. Je voudrais vous donner ma lecture des 2 actes qui viennent d'être posés par les plus hautes autorités de la République du Mali, incarnées tout naturellement en la personne du président de la transition de la République du Mali, chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Général d'armée Assimi Goïta. Et pour cela, je vais procéder de la manière la plus objective, en me basant et en me réglant sur la communication du gouvernement malien. Nous avons confiance ici, à Bamako. Ici au Mali, nous avons confiance en notre gouvernement. C'est un gouvernement qui est au service de notre population. C'est un gouvernement qui est investi pour la souveraineté, la dignité, la prospérité des Africains. Quand notre gouvernement communique, en raison de ce lien de confiance, nous nous réglons sur lui, car nous le savons véridique, sincère et courageux. À partir de là, nous pouvons construire une intelligence saine de la situation, car ce gouvernement ne nous a jamais menti. Il y a donc 2 communiqués que tout le monde doit avoir entendu avant de procéder à quelque interprétation que ce soit. Je vais donner lecture de ces 2 communiqués. Un communiqué, eh bien, du gouvernement malien, à travers son porte-parole, le ministre de l'administration territoriale de la République du Mali, et un communiqué des forces armées maliennes, les FAMA, l'une des armées les plus aimées que l'Afrique ait jamais portées en ce temps. Tout le monde doit avoir entendu ces 2 communiqués au moins une fois avant de parler. Parce qu'en réalité, tout y est dit. Et il y a dans ces 2 communiqués un gisement inouï d'informations politiques et de conscientisation à l'adresse non seulement de toute Malienne, de tout Malien, mais plus amplement de toute Africaine, de tout Africain et de tout citoyen qui s'intéresse à la marche de l'Afrique contemporaine. Nous allons donc d'abord donner lecture des 2 communiqués qui nous donnent la version gouvernementale, sincère et authentique des événements qui se sont déroulés en cette journée bénie du 13 août 2026 que nous dédions aux forces armées maliennes qui viennent de voir 82 de leurs membres libérés des griffes de la coalition impériale terroriste soutenue par le néocolonialisme français. Et dans un deuxième moment, nous allons procéder à l'analyse des informations qui nous sont délivrées par le gouvernement, avant d'aboutir à des leçons et à des conclusions projectives, prospectives. Voilà les 3 moments que nous allons respecter dans ce morceau d'architecture. Et si vous voulez participer activement à ce moment de communication politique, d'analyse politique, partagez massivement cette émission, protégez-la et
commenter là de façon argumentée, car c'est un grand moment d'éducation politique collective que ce qui se déroule aujourd'hui 13 août 2026 dans la belle terre, la terre sacrée africaine du Mali. Sans plus tarder, je m'en vais vous donner lecture des deux communiqués. Je commencerai par le communiqué du porte-parole du gouvernement, pour respecter un peu une sorte d'ordre hiérarchique des communiqués. Le communiqué du porte-parole du gouvernement qui a été publié sur le site du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Communiqué numéro 2026-004 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion par décret que par décret numéro 0503/PT-RM du 13 août 2026, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé la grâce présidentielle à M. Yann Christian Bernard Vézilier, de nationalité française, condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Cette mesure de grâce, qui ne remet pas en cause les faits établis par un jugement contradictoire rendu au cours d'un procès, lors duquel tous les droits de la défense ont été respectés, est assorti de l'éloignement immédiat de l'intéressé du territoire national. Aussi, le gouvernement de la transition souligne que M. Vézilier a été jugé et condamné à la suite d'un procès équitable, sans aucune interférence, conformément à la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de promouvoir la bonne gouvernance dans le cadre de la refondation de l'État, respecter l'État de droit, la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour saluer un pays frère dont les bons offices, exercés avec discrétion et dans le respect scrupuleux de la souveraineté du Mali, ont contribué à l'obtention de cette grâce. En cette circonstance, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste de clémence qui démontre une fois de plus son attachement à la paix et au dialogue, ainsi qu'aux valeurs ancestrales de pardon, d'hospitalité et de grandeur qui caractérisent notre culture. Le gouvernement de la transition rappelle que la justice poursuit son rôle dans toutes les procédures en cours, dans le strict respect des règles de l'état de droit. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Bamako, le 13 août 2026, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, général de brigade Issa Ousmane Koulibaly, officier de l'ordre national. Il a signé. Le deuxième communiqué que je voudrais lire, parce qu'on ne peut pas comprendre ce communiqué-ci si on n'a pas non plus compris l'autre. Ils ne sont pas tous sortis le même jour par hasard. La concomitance de ces communiqués indique une synchronicité, une corrélation entre l'un et l'autre. Le deuxième communiqué officiel malien que je voudrais que tout le monde apprécie est issu des forces armées maliennes. C'est un communiqué des forces armées maliennes qui nous dit ceci. Il est aussi publié aujourd'hui à Bamako le 13 août 2026. Que nous dit le communiqué des forces armées maliennes? L'état-major général des armées informe l'opinion nationale de la libération, ce jeudi 13 août 2026, de 82 militaires des forces armées maliennes retenus en otage depuis le 25 avril 2026 par des groupes armés terroristes affiliés à la coalition JNIM-FLA. Les militaires libérés sont désormais en sécurité et pris en charge par les services compétents. Cette libération est l'aboutissement d'un processus engagé dès leur capture
ayant fait l'objet d'une planification rigoureuse et de la mobilisation coordonnée des capacités nécessaires à la conduite de ce type d'opération. Elle traduit la détermination constante du commandement à ne ménager aucun effort pour retrouver et ramener les nôtres, quelles que soient les circonstances. L'état-major général des armées salue tout particulièrement le courage, la résilience et la dignité dont ont fait preuve les militaires durant leur captivité. Il exprime également sa profonde reconnaissance à leurs familles pour leur patience, leur confiance et leur remarquable force morale tout au long de cette épreuve. Il remercie enfin le peuple malien pour son soutien constant aux forces de défense et de sécurité et l'invite à demeurer vigilants et mobilisés à leur côté dans la lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche sa mission de défense du territoire national, de protection des populations et de sauvegarde de l'intégrité de la nation. Unis, nous vaincrons. Bamako, le 13 août 2026. Voilà la première partie de cette conférence. Tout le monde ici a entendu au moins une fois les deux communiqués officiels maliens, publiés aujourd'hui même. L'un du porte-parole du gouvernement du Mali, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, et l'autre de l'état-major général des forces armées maliennes. D'abord, je vous invite à constater que les deux communiqués ont été publiés le même jour. Ensuite, par conséquent, ils n'ont pas été publiés le même jour par hasard. Chacun de ces communiqués éclaire l'autre. L'un est la lumière de l'autre. Donc, je vous invite maintenant à une lecture synthétique des deux communiqués. Car on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Parce que si on ne peut pas comprendre l'un avec l'autre, c'est qu'on n'a pas compris pourquoi le gouvernement malien, dans son intelligence profonde, a publié les deux le même jour. Si ces communiqués avaient été publiés des jours séparés, il y avait le risque que le peuple malien, l'opinion africaine et l'opinion internationale ne comprennent pas le premier communiqué que j'ai lu. Si les autorités maliennes ont publié les deux communiqués le même jour, c'est pour aider ceux qui pourraient avoir la faiblesse d'esprit de ne pas comprendre l'acte du président Assimi Goïta à le comprendre. Donc, je vous invite d'abord ici à reconnaître que, incontestablement, il y a une relation, il y a une corrélation entre les deux communiqués, et que s'ils ont été publiés ensemble, c'est pour nous aider à les comprendre l'un avec l'autre. Et dès lors que pour comprendre l'un des communiqués, il faut avoir compris l'autre, la lecture que je vais vous donner est une lecture qui associe les deux communiqués comme étant le même geste de communication, d'autant plus que les deux communiqués émanent du même gouvernement. C'est le même gouvernement du président Assimi Goïta qui accorde la grâce présidentielle à l'espion français de la DGSE, le lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier, et c'est le même gouvernement du président Assimi Goïta qui annonce la libération de 82 militaires pris en otage par les groupes terroristes, pris en otage par la coalition terroriste du JNIM-FLA, qui, comme vous le savez, est une coalition terroriste soutenue par le néocolonialisme français et ses alliés sous-régionaux en Afrique. Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, on va procéder à la lecture croisée des deux communiqués. Je dis bien lecture croisée, puisque en réalité, les deux communiqués, c'est le même. C'est le même, mais en deux versions. Revenons au premier que j'ai lu. Le communiqué qui nous fait état de la grâce présidentielle. Ce communiqué est un gisement d'informations. Nous allons explorer ce gisement, en n'oubliant jamais le deuxième.
Je prends maintenant donc le tout premier communiqué que j'ai lu. Le gouvernement de la transition informe l'opinion par le décret que son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé la grâce présidentielle à M. Yann Christian Bernard Vézilier, de nationalité française, condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté de l'État. Le premier paragraphe est un paragraphe de valeur juridique. Selon la Constitution, qui est la loi fondamentale de la République du Mali, le chef de l'État, le président de la transition de la République du Mali, a le pouvoir d'accorder la grâce présidentielle à n'importe quel prisonnier des prisons du Mali, qu'il soit malien ou non malien. Donc, le premier paragraphe de ce communiqué nous rappelle simplement que cela a été fait dans le respect de la loi. La Constitution, qui est la loi fondamentale du Mali, reconnaît au président malien le droit d'accorder la grâce. Il s'ensuit que l'acte qu'il a posé est un acte légal et c'est un acte légitime. Il est juridiquement incontestable. Ça, c'est le premier point que tout le monde doit noter. Est-ce que le président Assimi Goïta a le droit d'accorder la grâce? Oui, en vertu de la Constitution du Mali, qui accorde ce droit au président de la transition de la République, chef de l'État du Mali. D'accord? Mais il y a une deuxième information, toujours dans le premier paragraphe. Elle est aussi juridique. C'est pour ça que je dis que le premier paragraphe du communiqué, sa valeur est vraiment juridique. Condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Le président Goïta ne dit pas qu'il accorde la grâce au lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier. Il ne dit pas qu'il lui accorde la grâce parce qu'il n'a rien fait. Parce que finalement, il a été trouvé innocent. C'est-à-dire que le président Assimi Goïta ne désavoue pas la justice. Il n'émet pas un jugement sur le jugement des magistrats. La preuve, c'est qu'il rappelle que ce monsieur a été condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. C'est-à-dire qu'il rappelle bel et bien les motifs pour lesquels il a été condamné et le président Goïta ne remet bien sûr pas en cause ces motifs. Le président Goïta, en accordant la grâce à Yann Christian Bernard Vézilier, ne dit pas que ce monsieur n'était pas ici pour essayer d'organiser un coup d'État permettant, y compris, de tuer le président Goïta lui-même. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit, ce monsieur a été arrêté, jugé et condamné pour avoir essayé d'atteindre à la sûreté extérieure de l'État malien. Cela n'est pas modifié. C'est-à-dire que M. Yann Christian Bernard Vézilier n'est pas gracié parce qu'il est innocent. Il est gracié précisément parce qu'il a été reconnu coupable. Je recommence ce point. Il s'ensuit que M. Yann Christian Bernard Vézilier n'est pas gracié. On ne lui accorde pas la grâce parce qu'il est innocent. À la limite, s'il était innocent, on lui accorderait carrément une amnistie, puisqu'on reconnaîtrait qu'en fait, il n'a rien fait. Non, il est coupable. Mais la Constitution permet au président de lui accorder une grâce. Deuxième paragraphe. Cette mesure de grâce, qui ne remet pas en cause les faits établis par un jugement contradictoire au cours d'un procès lors duquel tous les droits de la défense ont été respectés, est assortie de l'éloignement immédiat de l'intéressé du territoire national. Le deuxième paragraphe a pour but d'expliquer que c'est une décision de l'autorité présidentielle qui ne remet ni de près ni de loin en cause le jugement qui a été émis par la justice. La justice malienne a été juste. Elle a correctement condamné Yann Christian Bernard Vézilier. Cela n'est pas remis en cause. Mais la deuxième information qui est ici, c'est qu'il a été immédiatement libéré. L'expression libéré est appelée ici éloigné immédiatement du territoire national. C'est-à-dire qu'il a été rapidement expulsé du Mali. On n'a pas voulu dire expulsé. Il a été, libéré, c'est-à-dire immédiatement éloigné du territoire du Mali.
Ça a été fait quand? Ça a été fait aujourd'hui, 13 août 2026. Yann Vézilier a été libéré le même jour que 82 militaires maliens étaient libérés par la coalition impériale terroriste soutenue par la France. En simple écriture d'histoire, personne ne peut contester cette version. À savoir que l'espion français Yann Christian Bernard Vézilier a bénéficié d'une grâce du président Assimi Goïta le jour où 82 militaires maliens détenus par la coalition terroriste soutenue par la France, c'est-à-dire par Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, lorsque la coalition dont il est le parrain a libéré 82 otages militaires maliens, le même jour, le président Assimi Goïta a libéré un prisonnier, français, coupable de crimes d'atteinte à la sûreté de l'État malien. Alors donc, je vous invite à écrire avec moi la phrase suivante. La libération de Yann Christian Bernard Vézilier coïncide jour pour jour, acte pour acte, à la libération des 82 otages militaires maliens. Donc vous écrivez équation géopolitique et diplomatique Goïta égale 82 militaires maliens libres pour un militaire français libre. Écrivez cette équation-là et vous ajoutez une inconnue, plus X. Je recommence l'équation. L'équation diplomatique et géopolitique du leader du Mali, Assimi Goïta, s'écrit de la manière suivante. 82 otages militaires maliens libérés par la coalition terroriste JNIM-FLA, dirigée par la France, est égal à un militaire français impliqué dans la déstabilisation terroriste du Mali libéré. C'est-à-dire que un militaire français qui s'attaque au Mali est échangé contre 82 militaires maliens qui défendent leur pays. Vous devez écrire là, écrivez cette équation, ceux qui n'ont pas compris les deux communiqués. Je vous ai dit que je lis les deux communiqués ensemble. On nous a tambouriné ici pendant très longtemps avec l'idée de 54 ou bien 57 militaires français qui seraient morts pour le Mali. Alors que ce sont des milliers de Maliens qui sont morts du fait des terroristes qui ont été implantés ici par l'OTAN et notamment par le néocolonialisme français. On nous a pompé l'air. On a perdu 57 soldats qui sont morts pour le Mali. Le Mali vient de rétablir l'équation en inversant le rapport de force. Le Mali dit, vous déteniez 82 de nos soldats en otage, alors qu'ils défendaient notre souveraineté, notre pays. Vous les libérez. Nous détenions un de vos soldats qui a participé à la déstabilisation terroriste contre notre pays. Nous le libérons par une grâce. C'est ça l'équation. Si cette équation n'existait pas, les autorités maliennes n'auraient jamais publié les deux communiqués le même jour. Et j'ai dit, il faut ajouter à l'équation plus X. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va apporter? Quel va être le gain de cette égalisation? Avant, on nous pompait les 57, alors que des milliers d'Africains, des dizaines de milliers d'Africains, des centaines de milliers d'Africains, des millions d'Africains meurent du terrorisme, orchestré par les puissances occidentales et moyen-orientales. On était là en train d'essayer de nous montrer qu'un militaire français valait des milliers de Maliens. Le président Goïta montre qu'au Mali, là, 82 militaires maliens valent un militaire français qui tente de déstabiliser le Mali. Ça s'appelle donc le rétablissement de la priorité à la souveraineté africaine. Si vous ne pouvez pas écrire l'équivalence, un militaire français égale en valeur de vie sur le territoire malien, un militaire français qui s'attaque à la souveraineté africaine,
qui s'attaque à la souveraineté malienne. Eh bien, pour obtenir qu'on lui accorde la grâce, il faut libérer 82 militaires maliens. Si vous ne pouvez pas établir cette équation, vous ne comprenez pas la raison pour laquelle les deux communiqués sont sortis le même jour. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai dit qu'il fallait écrire un militaire français en échange de 82 militaires maliens. C'est-à-dire que les militaires maliens sont plus importants en nombre pour le président malien que les militaires français. Dans cet échange-là, qui remporte la mise? C'est celui qui libère 82 hommes en échange d'un. Et qui perd la mise? C'est celui qui libère 82 hommes, qui est obligé de libérer 82 hommes pour en sauver un. Le perdant dans cet échange tactique, géostratégique, c'est la France. Le perdant, c'est la France. Et je vais montrer en quoi la France est le grand perdant de l'opération qui vient de se dérouler aujourd'hui. Bon, continuons à lire. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour saluer un pays frère dont les bons offices exercés avec discrétion et dans le respect scrupuleux de la souveraineté du Mali ont contribué à l'obtention de cette grâce. Donc il y a un troisième facteur qui est intervenu entre la France de Vézilier et le Mali, eh bien, du président Assimi Goïta, entre la France de Macron et le Mali du président Assimi Goïta, il y a un intermédiaire qui a opéré et qui a facilité les choses. Ceci nous permet de nous poser la question de savoir où étaient détenus les militaires maliens qui ont été pris en otage. Je n'ai pas de certitude sur le lieu où ils étaient détenus, mais j'ai une conviction. Au regard de l'attitude que l'Algérie et la Mauritanie avaient adoptée envers le Mali dans la séquence historique dont nous parlons, c'est-à-dire que l'Algérie et la Mauritanie ont accepté, c'est connu de tous, d'être les bases arrière des groupes terroristes qui attaquent le Mali. La coalition FLH-NIM attaque le Mali en s'adossant sur la protection algérienne et sur la protection mauritanienne. J'ai un autre indice, c'est le fait que le renégat Oumar Mariko a été vu en Mauritanie, sur le territoire mauritanien, dans un camp terroriste où étaient détenus des militaires maliens. Donc je fais l'hypothèse que probablement les 82, je ne dis pas certainement, je dois être très honnête ici, les 82 militaires maliens qui viennent d'être libérés étaient détenus en otage par les groupes terroristes, probablement dans le territoire mauritanien ou dans le territoire algérien. Dans les deux cas, la question est de savoir quel est l'État qui a facilité les choses. Et voici mon explication. Si ils étaient détenus dans le territoire mauritanien, l'État qui a facilité les choses, parce qu'il a des relations plutôt cordiales et chaleureuses avec la Mauritanie, pour moi c'est le Maroc. Au cas où ils étaient détenus, les 82 militaires, nos FAMA, qui sont désormais libres, et je les salue pour leur dignité, au cas où ils étaient détenus en Mauritanie, c'est le Maroc qui a probablement facilité, à partir de ses bonnes relations avec la Mauritanie, la libération de nos hommes. Mais s'ils étaient détenus par les terroristes en Algérie, parce que les terroristes ont aussi leur base arrière en Algérie, l'embellie diplomatique qui s'est déployée ces derniers temps entre le Mali et l'Algérie peut expliquer que le président Abdelmajid Tebboune joue un rôle positif dans la libération des otages maliens. Donc dans les deux cas, on peut imaginer une médiation marocaine vers la Mauritanie, qui était le lieu de détention, ou une médiation algérienne. Je n'exclus pas un troisième pays, qui est un très grand médiateur, dans la sous-région ouest-africaine. Et je n'ai aucune espèce de certitude. Ce troisième pays que je vais citer, en tant qu'analyste politique, c'est le Togo. Je ne peux pas exclure que la diplomatie togolaise, qui est très efficace, par exemple, c'est elle qui a facilité la libération des 49 Wagner, eh bien, d'Alassane Draman Ouattara, ici
il y a quelques années, je ne peux pas exclure que ce soit éventuellement aussi un succès de la diplomatie togolaise. 3 pays ont probablement joué un rôle dans la facilitation de tout ceci si les militaires maliens étaient détenus hors du territoire malien, ce qui est mon hypothèse. Parce qu'avec la puissance de feu que les FAMA ont sur le territoire national, je ne vois pas comment les terroristes auraient pu les garder depuis plusieurs mois à l'intérieur du territoire du Mali. Je pars du principe qu'ils avaient été déportés soit en Mauritanie, soit en Algérie. Et à ce moment-là, le Maroc, le Togo, l'Algérie ou même la Mauritanie elle-même ont accepté enfin de cesser de protéger ces voyous et de faire libérer nos bien-aimés forces armées maliennes. Voilà le champ des médiations possibles. Mais toutes ces médiations n'ont aucun sens si on n'a pas compris une troisième chose. Ces médiations n'ont de sens que si enfin tout le monde a compris et reconnu ce que le Mali, depuis le 15 août 2022, a dit devant l'Assemblée générale de l'ONU, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Moi, je n'ai pas oublié ce que le Mali nous a dit. Le Mali a informé le monde entier que les terroristes qui attaquent le Mali, à partir de l'Algérie et de la Mauritanie, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir des territoires de certains pays de la CEDEAO, comme le Bénin, etc., ces terroristes-là sont en réalité les mercenaires du néocolonialisme français. Personne ne doit oublier cette information. Elle a été officiellement délivrée par le gouvernement malien. Elle a été réitérée par le gouvernement burkinabé. Elle a été réitérée par le gouvernement du Niger. Il s'ensuit que tout le monde doit bien comprendre que le lien entre les deux communiqués que je vous ai lus, c'est que, in fine, les plus hautes autorités du Mali savaient que les terroristes du FLH-NIM étant des mercenaires de la France-Afrique, ces terroristes détenant en otage des dizaines de soldats maliens, la seule façon d'obtenir leur libération, c'était de forcer la main à Emmanuel Macron en lui montrant que désormais, un seul soldat français qui vient se mêler des affaires du Mali, est obligé de servir de monnaie d'échange pour 82 soldats maliens. En réalité, le véritable duel diplomatique et géostratégique qui s'est déroulé dans cette affaire, c'est que Macron, pour reprendre son espion, a été obligé de demander à ses mercenaires du FLH-NIM de libérer les soldats maliens. Écrivez ça. Ça, c'est mon analyse. Et je suis convaincu que les jours à venir vont confirmer cette analyse. Assimi Goïta tord la main à Macron. Le leader du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, mate Macron. En lui disant, maintenant je vais te montrer qu'un seul espion ou soldat français qui vient attenter à notre vie ici, il va te coûter la libération de tous les otages que tes mercenaires entretiennent en Mauritanie, en Algérie, entretiennent dans le territoire africain et dans l'AES. Voilà le message. Voilà le message. Est-ce que vous comprenez? Donc, derrière cette médiation, que cette médiation ait été menée par l'Algérie, ou qu'elle ait été menée par la Mauritanie, ou qu'elle ait été menée par le Maroc, ou qu'elle ait été menée par le Togo, derrière cette médiation-là, il y a le président Assimi Goïta qui a appris à Macron qu'il n'est pas son camarade. C'est un coup de marteau diplomatique, c'est un coup de marteau géostratégique administré par le leader du Mali au chef de la junte néocolonialiste et terroriste française Emmanuel Macron. Écrivez ça, Aya Sebe. Car en réalité, le JNIM FLA, ce sont les mercenaires, ce sont les tirailleurs de la France-Afrique. Ce sont les mercenaires du néocolonialisme français. Les Mahmoud Diko, les Al-Gabas, les Oumar Mariko, les Étienne Fakaba Sissoko, ce sont des tirailleurs, des mercenaires de Macron. Et c'est leur patron Macron qui, pour ramener son lieutenant-colonel espion de la DGSE à Paris, a été obligé de faire libérer, d'ordonner la libération par ces mercenaires de nos frères. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Et ce n'est que pour cela que le Mali a publié les 2 communiqués le même jour. Le gouvernement malien ne fait rien pour rien. C'est un gouvernement réfléchi, visionnaire. Le gouvernement malien sait très bien que s'il avait publié le communiqué de la grâce à Vézilier séparément et publié plusieurs jours plus tard, même seulement 3 ou 4 jours plus tard, le communiqué de la libération des otages, le peuple malien n'aurait pas compris. L'opinion africaine n'aurait pas compris. Le gouvernement malien a tenu à respecter son peuple, à respecter son opinion, à respecter la dignité de sa souveraineté. Il a donné les 2 informations en même temps. À ceux qui veulent dire, oh, le président Assimi Goïta a fait preuve, oh là là, c'est quoi ça? Hein? C'est de la tiédeur, c'est de la mollesse, hein? C'est quoi ça? Lui là, il fallait le flinguer, il fallait lui loger une balle dans la tête à ce lieutenant-colonel, à cet espion français, puis on va quitter ici. À cela, la réponse que le président Assimi Goïta donne est la suivante. Je suis, en tant que chef de l'État de la République du Mali, responsable de la vie de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. J'ai le devoir de sauver les vies des Maliennes et des Maliens. Ça, c'est ma première prérogative. Ne me dites pas que j'aurais dû laisser, éventuellement sacrifier 82 de mes compagnons d'armes, seulement parce que je détiens un Français. Je ne suis pas cruel. Je ne suis pas sadique, je ne suis pas cynique. Nous dit, in fine, le président Assimi Goïta. Je suis le père symbolique de la nation malienne aujourd'hui. Ma responsabilité envers mes frères d'armes, envers mon peuple, c'est de protéger le maximum de vies. Alors, comprenez très bien que j'ai plutôt réussi un coup de maître. J'ai réussi à sauver 82 vies maliennes en restituant une liberté française. C'est un échange absolument positif. Et puis, tous ceux qui gênent, tous ceux qui se plaignent, vous parlez comme ça parce que ce ne sont pas vos parents qui étaient détenus en otage par les groupes terroristes. Ce ne sont pas vos parents qui ont été déportés en Mauritanie ou en Algérie par ces criminels égorgeurs, sans foi ni loi. Si chacun d'entre vous avait son frère, sa soeur, son père, sa mère, son enfant, parmi les 82 soldats maliens, vous comprendriez le président Assimi Goïta. Vous qui osez critiquer sa décision. Est-ce que vous comprenez? Le président Assimi Goïta n'est pas seulement un militaire, c'est un père de famille. Il n'est pas seulement le père de sa propre famille. Il est le père de la famille malienne. Sauver des vies maliennes, c'est son devoir. Et c'est à ce niveau de haute moralité, de haute spiritualité politique que le leader malien se situe. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est à Macron qu'Assimi Goïta a tordu le bras. Macron qui voulait obtenir la libération de son espion déstabilisateur, encadreur de terroristes, en utilisant la bravade, en utilisant le harcèlement moral, la pression psychologique, en utilisant des attaques terroristes, comme celle bien sûr qu'on a vue, tout naturellement le 25 avril 2026, comme celle qu'on a vue du 4 juillet au 9 juillet, Macron a dû se résoudre à négocier. Et pour négocier, il a fallu qu'il assume véritablement son rôle de chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. C'est-à-dire, il a fallu qu'il donne l'ordre aux bandits terroristes du NIM FLA de libérer nos militaires, de libérer nos frères. C'est Macron qui a donné l'ordre à ces gens. Obéissez à Assimi Goïta, le leader du Mali. Parce que si vous n'obéissez pas à l'exigence d'Assimi Goïta, leader du Mali, je ne verrai jamais la couleur d'un cheveu de Yann Christian Bernard Vézilier. Et ici en France, cela me sera opposé jusqu'à ma mort. Voilà la situation dans laquelle tout ceci s'est passé. Et voilà pourquoi on a eu les 2 communiqués en même temps. En cette occasion, le gouvernement de la transition et le peuple malien remercient son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour ce geste de clémence qui démontre une fois de plus son attachement à la paix et au dialogue, ainsi qu'aux valeurs ancestrales de pardon, d'hospitalité et de grandeur qui caractérisent notre culture. Il y a là quelque chose d'important. Le Mali ne se bat pas pour dominer la France. Le Mali ne se bat pas pour que les Maliens deviennent les patrons des Français en France. Le Mali n'ambitionne pas
d'exercer une hégémonie sur l'Europe. Les Maliens, comme les Africains, éveillés aujourd'hui, se battent pour la souveraineté de leur terre, de leur pays. Dès lors que l'on respecte notre souveraineté, dès lors qu'on ne se mêle pas de nos affaires en Afrique, nous n'avons rien à faire d'entretenir une quelconque haine envers qui que ce soit. C'est parce que la France s'attaque à l'Afrique que l'Afrique se défend. Si la France ne s'attaquait pas à l'Afrique, l'Afrique ne se défendrait pas contre la France. C'est un message que le président Assimi Goïta envoie au président Macron. C'est parce que vous m'attaquez que je me défends. Et tant que vous m'attaquerez, je me défendrai. Mais je ne suis pas venu à la tête du Mali pour combattre la France. Je suis venu pour gouverner le Mali dans l'intérêt des Maliens. Quand on parle ici des valeurs du pardon, de l'hospitalité et de la grandeur, on montre que le président malien a compris que le pouvoir ne s'exerce jamais dans la haine. Même quand tu as des ennemis que tu détestes, cette haine elle-même doit être toujours dominée par la sagesse. Elle doit être dominée par la vision, la clairvoyance. Elle doit être dominée par l'anticipation, la réflexion, la maturité. Si le président Assimi Goïta avait cédé au réflexe primaire de vengeance, Yann Christian Bernard Vézilier aurait été abattu. Et on n'en parlerait plus. Ou plutôt on en parlerait comme d'un mort, passé par pertes et profits. Le Mali n'a pas abattu Yann Christian Bernard Vézilier, non pas parce que le Mali ne possède pas des fusils pour flinguer un tel espion. Non pas parce que le Mali ne pouvait pas rétablir pour lui la peine de mort. Non. Le Mali ne l'a pas fait parce que le président Assimi Goïta savait sans doute que des temps viendraient où pour sauver des vies maliennes, eh bien la détention de cet espion, de ce criminel français, serait utile. Voilà ce qu'on appelle un leader visionnaire. Et je donne cette conférence ici pour saluer le président Assimi Goïta. Saluer sa clairvoyance. Saluer son sens tactique, stratégique. Il est à la fois capable d'être très ferme et puis d'être très souple en fonction des trois principes de sa politique. La souveraineté du Mali, la liberté de partenariat stratégique et la défense des intérêts vitaux de son peuple. Tant que ces trois objectifs-là sont atteints, Assimi Goïta accepte de poser les actes que, pris singulièrement comme M. Assimi Goïta, père de famille, etc., ces actes-là, il ne les poserait pas nécessairement. Mais en tant que chef de l'État malien, il se hisse à la dimension des trois valeurs fondamentales de la trilogie politique des valeurs qui le gouvernent, et il est capable d'attendre, de ne pas décider avec précipitation. Voilà comment l'équation 1 soldat français en échange de 82 soldats maliens a été possible. Parce que l'homme a pris le temps d'agir avec réflexion, il a pris le temps d'attendre le meilleur moment. Nous les Africains, par civilisation et par tradition, nous ne sommes pas des gens rancuniers. Nous ne sommes pas des gens belliqueux. N'est-ce pas, M. Sarkozy? Quel est le continent le plus belliqueux que nous ayons sur la Terre? Sarkozy, vous êtes là? Dites-nous ça rapidement et on va continuer. Quel est le continent le plus sauvage et le plus barbare? Nous ne sommes pas comme ça. C'est pas dans notre... Quel est le continent le plus sauvage et le plus barbare? Allez-y, Sarkozy, dites ça très rapidement. Oui. Je vais vous dire une chose. Oui. L'Europe, oui, de tous les continents du oui, monde, oui, est le continent le plus brutal, oui, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Non, c'est pas l'Afrique. C'est l'Europe. Voilà, très bien. Et c'est un barbare qui le dit, Sarkozy. D'accord? Donc, le président Assimi Goïta ne tire aucun avantage à flinguer un espion français. Il ne tire aucun avantage. Il faut que, s'il le fasse, cela ne cause pas plus de dommages à son peuple que le fait de lui accorder une grâce. Parce qu'il réfléchit en chef de l'État malien, il réfléchit en fonction des intérêts maliens. Il réfléchit en fonction de son devoir de protection pour ses hommes. Quand vous, grand chef militaire, vous avez 82 de vos camarades qui sont dans la main de l'ennemi, et que vous avez un prisonnier du camp de l'ennemi, quel est le devoir du grand chef militaire? Vous n'allez quand même pas sacrifier le prisonnier unique de l'ennemi que vous avez
et laisser sacrifier 82 de vos camarades. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que cela. Le président s'est placé à ce niveau-là. Et dans l'intérêt du Mali, il a obtenu la libération de ses camarades, de ses compagnons de lutte, et en échange a libéré l'espion. N'est-ce pas? Retournons au communiqué. Nous étions en train de lire le communiqué. Le gouvernement de la transition rappelle que la justice poursuit son rôle dans toutes les procédures en cours et dans le strict respect des règles de l'état de droit. Ce dernier paragraphe parle de quoi? Il parle des autres militaires qui étaient associés dans le projet de coup d'État de déstabilisation du pays à l'officier de la DGSE, Yann Christian Bernard Vézilier. Le président Assimi Goïta dit que ces militaires vont passer devant les tribunaux, les juges vont déterminer les condamnations qui correspondent à leurs infractions et il lui appartiendra, une fois de plus, d'apprécier s'il veut leur accorder également la grâce, comme il l'a accordé aux barbouzes, à la barbouze française, complice de ces militaires qui voulaient ramener tout naturellement le Mali dans la France-Afrique. Voilà ce que signifie le dernier paragraphe. Le président Goïta dit, les autres qui ont été arrêtés avec Yann Christian Bernard Vézilier, la justice va faire son travail, et lui, en tant que chef de l'État, président de la République, il verra quel travail il a à faire. Nous ne pouvons pas préjuger, aujourd'hui 13 août 2026, que le président Goïta va aussi accorder une grâce à ces militaires ou pas. Cela dépendra d'abord des conclusions de la justice et ensuite des conclusions du chef de l'État malien qu'il est dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles. Voilà le jus qu'il y a dans ce communiqué numéro 1. Maintenant, allons dans le communiqué numéro 2. Parce que dans le communiqué numéro 2, il y a aussi beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations intéressantes. Mais nous allons les lire, les analyser en tenant compte des informations du communiqué numéro 1. Puisque le numéro 1, en réalité, est celui qui nous guide dans la compréhension de l'ensemble. Alors, le deuxième communiqué, je vous ai dit, c'est le communiqué des forces armées maliennes. C'est un communiqué de terrain, Il nous dit, l'état-major informe l'opinion nationale de la libération ce jeudi 13 août 2026 de 82 militaires des forces armées maliennes retenus en otage depuis le 25 avril 2026 par les groupes armés terroristes affiliés à la coalition JNIM-FLA. Ce premier paragraphe est important. Il ne nous est pas dit que les militaires ont été libérés au terme d'un combat. Il nous est dit qu'ils ont été libérés. Ils ont été libérés par qui? Ils ont été libérés par ceux qui les retenaient en otage. La libération de 82 militaires des forces armées maliennes retenus en otage depuis le 25 avril 2026 par des groupes armés terroristes affiliés à la coalition JNIM-FLA. C'est là qu'on a la confirmation de ce que nous dit l'autre communiqué. À savoir que le président Assimi Goïta a mis la pression sur Macron. Macron a mis la pression sur ces terroristes. Ces chefs terroristes. Et ces chefs terroristes ont libéré les militaires maliens. On nous informe de la libération, on n'a pas dit au terme de combat qui ont provoqué 40 morts côté ennemi, 25 morts côté ami. Nous avons réussi à libérer nos camarades. Ce n'est pas ce qui s'est passé. L'armée malienne ne nous ment pas. Elle nous parle d'une libération. Ça veut dire que cette libération ne s'est pas faite dans le combat. Il n'y a pas eu des morts de part et d'autre. Il y a eu restitution des hommes. Et c'est là où j'insiste sur le fait que cela n'a été possible que parce que ces hommes étaient hors du territoire malien. Je ne vois pas comment cette libération se serait faite pacifiquement si les otages étaient en territoire malien avec leurs détenteurs. Si les terroristes étaient sur le territoire malien, détenant les militaires maliens, ils seraient encerclés par l'armée malienne. Et il serait plus utile pour eux à ce moment-là de libérer. Ils seraient obligés de se battre à mort. Soit pour ne pas libérer, soit pour se sauver eux-mêmes, soit ils seraient obligés de se rendre. Donc je fais tout à fait l'hypothèse que nos militaires, les FAMA, étaient détenus dans un pays étranger. Probablement, j'insiste, probablement la Mauritanie. Et donc Macron,
le chef de la jeune néocolonialiste et terroriste française, a probablement donc adressé un ordre à ces chefs terroristes de terrain en leur disant « Libérez 82 militaires maliens. Libérez les 82 militaires maliens que vous détenez, car j'espère, grâce à la médiation, obtenir la libération d'un militaire français. » Vous comprenez? Voilà comment l'armée malienne a recueilli ses compagnons. Elle a recueilli ses hommes. Il n'y a pas eu de combat. Voilà l'information du premier paragraphe. Et le deuxième paragraphe renforce le fait que c'est une libération qui s'est faite de façon pacifique. Il a dit, les militaires libérés sont désormais en sécurité et pris en charge par les services compétents. C'est-à-dire ils ont été remis à leurs camarades. Troisième paragraphe. Cette libération est l'aboutissement d'un processus engagé dès leur capture. On n'a pas dit un combat. On a dit un processus. Ayant fait l'objet d'une planification rigoureuse et de mobilisation coordonnée des capacités nécessaires à la conduite de ce type d'opération. C'est une opération qui a été menée pour les récupérer en bonne et due forme, en sécurité. Elle traduit la détermination constante du commandement à ne ménager aucun effort pour retrouver et ramener les nôtres, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que le troisième paragraphe du communiqué des FAMA indique très bien ici que l'autorité politique a joué un très grand rôle. Ça a été un processus, un processus. Et le mot processus ne s'utilise que là où on est en négociation. C'est dans le cadre de négociation qu'on utilise processus. Quand c'est le combat là, ce n'est pas un processus. C'est une opération menée d'un bout à l'autre, etc. Alors, manifestement, les FAMA n'ont pas mené une opération militaire pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas détenus. J'insiste là-dessus, je suis convaincu à 100% que nos soldats des FAMA n'étaient pas détenus dans le territoire malien. Parce que s'ils étaient dans le territoire malien, l'armée malienne aurait mené une opération. Elle aurait encerclé les détenteurs des terroristes et les aurait forcés, pour sauver leur propre vie, eh bien, à se rendre. Mais c'est parce qu'ils étaient en territoire étranger, par exemple en Mauritanie ou en Algérie, que ce troisième paragraphe existe. L'état-major général des armées salue tout particulièrement le courage, la résilience et la dignité dont ont fait preuve les militaires durant leur captivité. Donc ils étaient littéralement en captivité. Et ça me rappelle une fois de plus les images des militaires maliens en captivité dans un camp terroriste en Mauritanie où Oumar Mariko est allé faire sa fameuse vidéo. Je pense beaucoup à ces militaires et je pense que c'est probablement ce groupe-là qui a été libéré. Il exprime également sa profonde reconnaissance à leur famille pour leur patience, leur confiance et leur remarquable force morale tout au long de cette épreuve. Le mot-clé ici, c'est que l'armée malienne remercie les familles et les militaires pour la confiance. Confiance envers qui? Mais envers le président Assimi Goïta, dont on sait qu'il n'a pas eu de cesse de trouver un moyen de libérer ses compagnons, de faire libérer ses compagnons. Bien que ses compagnons ne fussent plus détenus à l'intérieur du territoire malien, le président Assimi Goïta a su mener les opérations de négociation jusqu'à forcer la main du chef de la junte néocolonialiste et terroriste française pour obtenir le retour vivant de ces 82 soldats maliens. L'état-major remercie le peuple malien pour son soutien constant aux forces de défense et de sécurité et l'invite à demeurer vigilant et mobilisé à leur côté dans la lutte contre le terrorisme. C'est un paragraphe très important. Certains vont dire, mais l'espion français de la DGSE, le lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier, qui a été libéré, qui est en train de rentrer actuellement en France, peut-être même qui est déjà arrivé en France, mais il va reprendre du service. Il va reprendre du service pour venir attaquer le Mali, tant que Emmanuel Macron va continuer à faire avancer ses plans de déstabilisation du Mali, de l'AES, pour essayer de ramener la France au contrôle, tout naturellement, de l'or, de l'uranium, du manganèse, du lithium, du gaz, du pétrole des Africains. La DGSE sera toujours utilisée pour déstabiliser l'Afrique. Donc, j'entends bien ce raisonnement qui dit, Yann Bernard Vézilier étant libéré, va reprendre le service pour attaquer le Mali. Mais précisément, il va reprendre du service pour attaquer le Mali. En attendant, il y aura 82 Maliens qui eux aussi vont pouvoir reprendre du service pour défendre le Mali. Un soldat français retourne au service de la France, 82 soldats maliens retournent au service du Mali. Qui est perdant dans le rapport de force? Le perdant dans le rapport de force, c'est celui qui ramène un minuscule singleton de soldats. Un lieutenant-colonel français vaut un lieutenant-colonel malien.
Donc oui, Yann Bernard Christian Vézilier va retourner, recommencer le travail à la DGSE. Peut-être même qu'il sera rempli d'aigreur, avec une envie de mieux réussir sa prochaine opération. N'est-ce pas? Mais les 82 soldats maliens qui reviennent, mais ils reviennent et ils sont à la disposition de l'armée malienne pour continuer le combat dans leur pays. Et eux aussi reviennent avec une expérience qui leur permettra sans doute de mieux défendre leur pays, après ce qu'ils ont vécu en captivité. Voilà. Voilà comment il faut analyser cette affaire. Donc ici, la confiance, c'est vraiment la clé dans cet avant-dernier paragraphe du communiqué de l'armée, la confiance en l'autorité. Et quand l'armée demande de rester mobilisée, c'est que le président Assimi Goïta et ses compagnons savent que ce n'est pas parce que Macron a ordonné à ses mercenaires de libérer 82 soldats maliens que Macron renonce à déstabiliser le Mali, à renverser le gouvernement du Mali, comme l'a dit le député français Bruno Fuchs. Non, il n'y renonce pas. Voilà pourquoi le peuple est appelé à rester mobilisé et à ne pas se laisser distraire par des commentaires de nature à discréditer l'acte qui a été posé par le président. L'acte qui a été posé par le président sauve 82 vies maliennes. Il renforce l'armée malienne. Il renforce la respectabilité de la diplomatie, de la géostratégie, de la géopolitique malienne dans la sous-région. Chacun sait maintenant que s'il vient se mêler des affaires du Mali, il payera cher. Il payera cher en retour pour pouvoir sauver ses vies. Chacun le sait. L'état-major général des armées affirme sa détermination à poursuivre sans relâche sa mission de défense du territoire national, de protection des populations et de sauvegarde de l'intégrité de la nation. C'est-à-dire quoi? Que c'est pas parce que les terroristes ont libéré 82 militaires maliens sous les ordres de leur chef de la junte néocolonialiste et terroriste que les terroristes ont cessé d'être terroristes. Ils vont quand même continuer d'essayer d'atteindre les objectifs, même si ça devient très compliqué pour eux, avec une Algérie qui leur fait de moins en moins confiance, une Mauritanie qui a accepté la négociation à travers le Maroc ou à travers, le Togo. Bref, la coalition du JNIM-FLA est vraiment celle qui sort perdante dans cette affaire. Parce que, littéralement, on peut dire que Macron a sacrifié ses mercenaires pour sauver son espion. Et vous voyez ici tout le racisme du néocolonialisme français. Tous les mercenaires du JNIM-FLA peuvent crever. Macron s'en fout du moment que cela lui permet de sauver un espion français. Un espion blanc français dans la tête de Macron vaut beaucoup plus cher que tous les mercenaires, les milliers de mercenaires de la coalition JNIM-FLA. S'il fallait que Macron donne toutes les troupes du JNIM-FLA en échange de Yann Christian Bernard Vézilier, wallahi billahi talaï, Macron allait les donner. Parce que ces néocolonialistes français ont toujours considéré que les vies des nègres et des arabes ne valent rien. Et il vient de le démontrer. Il dit non, libérez 82 parce que je veux récupérer un. Libérez 82. Ça, c'est la psychologie néocolonialiste et raciste de Macron. D'accord? Donc ici, il ne faut pas non plus tomber dans l'illusion que la guerre contre le terrorisme se serait achevée. Il ne s'agit pas de la fin de la guerre contre le terrorisme. Il s'agit d'une étape de cette guerre. C'est une étape hautement géostratégique, diplomatique, psychologique, morale et spirituelle. Le peuple malien, les peuples africains, les dirigeants, les armées, personne ne doit baisser la vigilance. Au contraire, nous sommes à un tournant. Parce que le néocolonialisme français humilié va être encore plus violent. Il va être encore plus fou. Il va être encore plus nerveux. Regardez comment ces gens-là s'attaquent à nous qui utilisons seulement la liberté de penser, la liberté d'expression. Nous qui utilisons la plume, le verbe, l'image. Nous qui utilisons des moyens non violents pour défendre la cause de notre continent. Regardez comment les néocolonialistes français nous traitent. Regardez le sort que Macron me réserve depuis 5 ans. Il est sans pitié. Lui, il n'y a pas de grâce chez lui. Pourquoi? Mais parce qu'ils partent du principe qu'ils doivent quand même trouver une solution pour redominer l'Afrique, pour recoloniser l'Afrique, pour recontrôler l'Afrique. Et tant que nous ne les avons pas copieusement vaincus, étalés à plat couture sur tous les plans, ils n'arrêteront pas, tout naturellement, de chercher à nous affaiblir, à nous déstabiliser et à nous dominer. Donc, ce serait une erreur
de la part des Africaines et des Africains d'interpréter cette libération des prisonniers, des otages militaires maliens comme étant la fin de la confrontation avec l'impérial terrorisme. Non, c'est une étape. Même cette négociation fait partie de la guerre contre le terrorisme. C'est une bataille, eh bien, diplomatique, géostratégique et géotactique que le président Assimi Goïta et ses compagnons viennent de remporter. Mais ils n'ont pas encore remporté la guerre. La guerre contre l'impérial terrorisme continue. Que personne ne se fasse d'illusions. Au Mali, au Sahel, en Afrique, ou en France, ou ailleurs, c'est pas fini. Macron s'assoit tous les soirs avec les géostratèges néocolonialistes français pour essayer de savoir comment la France va reprendre pied ici en Afrique. Comment elle va reprendre pied au Mali, comment elle va reprendre pied au Burkina, au Niger, comment elle va recontrôler les mines d'uranium d'Arlit, comment elle va pouvoir remettre les pieds, la main, le grappin sur les richesses de pays qui lui ont demandé de dégager. Ils y pensent tous les soirs, ils échafaudent des plans tous les soirs. On aurait tort de baisser la vigilance et de croire que l'âge d'or est venu. L'âge d'or, eh bien, il n'aura jamais lieu tant que nous ne serons pas vigilants. L'âge d'or, c'est cette période où l'Afrique sera vigilante, prudente, méfiante, disciplinée, rigoureuse dans sa défense. C'est tout. Il n'y aura jamais un moment où nous pourrons dormir sur nos deux oreilles. Sur cette terre, un État qui doit vivre, un peuple, une communauté, une civilisation qui doit vivre ne dorment jamais. Ils ne ferment jamais leurs deux yeux. Ils ne dorment jamais sur leurs deux oreilles. Ils ont toujours un œil ouvert et toujours une oreille ouverte sur ce qui se passe. C'est la loi du monde. Je le dis souvent par une image, tout peuple, toute civilisation, toute nation, tout État, toute communauté humaine qui veut vivre et transmettre la vie dans les meilleures conditions aux générations futures doit tenir d'une main l'épée et de l'autre la truelle. L'épée pour se défendre et la truelle pour construire, pour bâtir. Celui qui se tient seulement avec la truelle et peut-être dans une main, l'autre main, une rose ou une belle colombe, il est mort. Le monde requiert le combat. La vie est un combat. Et donc, ceci me permet de conclure cette intervention. Je suis, pour ma part, très reconnaissant aux autorités de la République du Mali et à leur sommet, au président Assimi Goïta pour la maestria, le génie tactique et stratégique avec lequel ils ont mené cette opération, ce processus. La libération de 82 militaires maliens est un baume sur notre cœur, car c'est pour nous qu'ils étaient en otage entre les mains des terroristes. Nous sommes particulièrement heureux de savoir que nos frères bien-aimés soldats vont retrouver leur famille, vont retrouver leurs compagnons d'armes, vont pouvoir se requinquer, se revigorer et poursuivre le service sacrificiel pour la nation malienne, la nation africaine. Ça, c'est la première raison. Soyons extrêmement fiers du succès que le président Goïta a remporté pour que nos 82 frères et éventuellement sœurs d'ailleurs vivent. Deuxième raison, je suis particulièrement content de la concomitance entre les communiqués du gouvernement malien et des forces armées maliennes, parce que cette concomitance a permis de révéler à la face du monde que c'est bel et bien Emmanuel Macron qui est le parrain des groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique, et notamment le Sahel. Car en nous donnant ces deux communiqués le même jour, le Mali a voulu nous montrer une fois de plus que ces accusations depuis le 15 août 2022 n'étaient pas des accusations par hasard. J'en suis particulièrement heureux, car cela corrobore les démonstrations scientifiques que j'ai faites dans mes travaux, dans mes articles, dans mes conférences. J'ai toujours démontré, avec des preuves occidentales, dans mon maître ouvrage, l'impérial terrorisme, que c'est l'OTAN, l'Union européenne, la France, l'Ukraine et leurs alliés du Moyen-Orient qui attaquent l'Afrique et qui utilisent des mercenaires, du JNIM-FLA et des gouvernements vassaux, des valets, eh bien, de la CEDEAO et d'Afrique du Nord. Ça, je l'ai démontré scientifiquement. Mais
par le coup de maître du leader malien Assimi Goïta aujourd'hui, la démonstration a été diplomatique et géopolitique. Assimi Goïta, par la manière de mener ce processus, a révélé que c'est Macron, en réalité, qui détenait en otage. C'est Macron qui détenait en otage les soldats maliens. Car en réalité, la coalition du JNIM-FLA a pour chef suprême Emmanuel Macron. Une fois que la pression est mise sur Macron, qui voulait obtenir la libération de son espion, de son mercenaire, de sa barbouze, sans contrepartie, une fois qu'il a compris qu'on sait que c'est lui qui est derrière, Macron a lâché du lest. Assimi Goïta lui a tordu le bras. Macron a demandé à ses lieutenants de libérer les otages maliens. Et l'opération menée par le Mali montre Macron. Et là, je donne ma réaction en tant que citoyen français d'adoption. C'est une honte pour nous. Que ce soit les Français dits de souche ou les Français d'adoption que nous sommes, de nous rendre compte que le président de notre République est en réalité un chef terroriste. C'est une honte absolue. Et il faudrait que tout le monde en France soit au courant de ce que Macron fait ici, en Afrique. C'est une honte absolue. Toute personne qui a la citoyenneté française, toute personne de nationalité française sur cette terre des hommes doit avoir honte de ce qui vient d'être révélé encore aujourd'hui. Car le lieutenant-colonel Yann-Christian Bernard Vézilier, espion de la DGSE, impliqué dans la déstabilisation au Mali, n'a pu être gracié que parce que Macron a ordonné la libération de nos frères, des FAMA. Les Françaises et les Français, en France et hors de France, doivent prendre conscience du fait qu'Emmanuel Macron a conduit la République française dans les caniveaux de l'histoire. Maintenant, le rôle direct du chef de l'État français dans le sponsoring des groupes terroristes éclate au grand jour. Car on assiste littéralement à une sorte d'échange de prisonniers entre le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française et le chef de l'État malien. C'est à ça que nous allons assister aujourd'hui, jeudi 13 août. Le président Assimi Goïta lui a dit « Je sais que c'est toi qui détiens mes hommes. Tu libères mes hommes, je te libère un homme. Un. Je te libère un homme. » Et ne me parle pas des autres terroristes mercenaires qui sont en prison au Mali. Ils sont des milliers qui sont en prison, les terroristes mercenaires, là. Les exécutants de Macron, là. Eux, ils sont en prison. On n'a pas échangé un seul. Le Mali n'a pas échangé un seul d'entre eux. Eux, ils sont en prison. C'est des citoyens africains. Ils répondent de leurs actes ici. Mais un militaire français, 82 militaires maliens. Ça s'appelle un duel, un mano à mano, remporté par Assimi Goïta contre Emmanuel Macron. Et je dis, j'insiste sur la deuxième idée, c'est une honte française. Nous sommes en pleine abomination. C'est honteux qu'un président d'un État qui, pendant très longtemps, s'est présenté comme patrie des droits de l'homme, patrie de la Révolution française, un État qui a connu quelques-uns des esprits les plus brillants de tous les siècles, l'État français. C'est une honte qu'en plein 21e siècle, le chef de l'État français soit pris en flagrant crime de parrainage du terrorisme en Afrique. Toute personne française, honnête et sincère, doit avoir honte d'avoir Macron comme président. Même pour nous, qui comme citoyens français, n'avons pas élu Macron, je n'ai jamais pris mon bulletin de vote en tant que citoyen français pour voter pour ce Macron. Parce que dès que j'ai vu sa tête, quand il était secrétaire général de l'Élysée, j'ai su qu'il était un démon. Moi, j'ai su qu'il était un démon. Même dans ma propre maison, j'ai essayé de convaincre les membres de ma famille en âge de voter, de ne jamais voter pour lui. Mais comme on ne peut pas forcer les adultes avec lesquels on vit à faire exactement les mêmes choix que soi. Mais je connais des gens dans ma famille qui ont voté pour Macron parce que on nous disait en France que ça allait nous protéger de l'extrême droite. Ça allait nous protéger de Marine Le Pen.
Aujourd'hui, on voit que Macron, Marine Le Pen, c'est pas très différent. C'est la même clique. Moi, j'ai refusé. Chaque fois que j'ai eu Macron et Marine Le Pen, je suis resté chez moi. Je suis resté chez moi. Je n'ai jamais donné une voix. Ni à Macron, ni à Marine Le Pen. Parce que j'avais déjà vu que ce sont des démons équivalents. Mais aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas voté pour Macron, ils ont honte. Ça fait honte. Si tu es normalement constitué sur le plan moral, tu as honte de voir que ce monsieur-là est le président de la France. C'est vraiment honteux. Et puis je viens à ma troisième et dernière observation. On observe une évolution légèrement positive des relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie. Peut-être que cette libération peut augurer d'une amélioration des relations sur cette question-là entre le Mali et la Mauritanie. On voit une fois de plus qu'il y a eu des médiations intéressantes. Peut-être la médiation du Maroc, peut-être la médiation du Togo, peut-être même la médiation de l'Algérie. Alors, tout ceci doit, nous, Africains, au sens large du terme, j'entends par habitants du continent africain, nous amener à faire la réflexion suivante. Est-ce qu'il ne serait pas temps, je m'adresse ici aux dirigeants algériens, marocains, mauritaniens, est-ce qu'il ne serait pas temps que collectivement, nous qui habitons le continent africain, qui sommes condamnés à cohabiter, à coexister sur le continent africain, est-ce qu'il ne serait pas temps que nous refusions d'être instrumentalisés par des puissances non africaines contre nos peuples voisins? Est-ce qu'il ne serait pas temps que nous ayons l'intelligence que les Occidentaux ont eu de créer l'Union européenne, que les Occidentaux ont eu de créer la Fédération américaine, l'intelligence que les Russes ont eu de créer la Fédération de Russie, l'intelligence que les Chinois ont eu de créer l'immense République populaire chinoise. Est-ce qu'il ne serait pas temps que nous, en Afrique, ne serait-ce que deux immenses États, des États-Unis d'Afrique du Nord, parce que j'estime quand même qu'il y a une continuité civilisationnelle entre les Mauritaniens arabes, je ne parle pas des Mauritaniens noirs, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Égyptiens, est-ce que ces gens-là ne devraient pas créer sérieusement une fédération arabe d'Afrique, une grande puissance, pour peser dans l'équilibre des nations, comme nous, en Afrique subsaharienne, avons le devoir de créer les États-Unis d'Afrique, la Fédération d'Afrique subsaharienne? Est-ce qu'il n'est pas temps que le génie de nos intellectuels, le génie de nos stratèges, le génie de nos leaders se consacre plutôt à construire cela? Parce que voici 600 ans, au moins, qu'on instrumentalise des pays d'Afrique noire les uns contre les autres. On instrumentalise l'Afrique du Nord contre l'Afrique noire. On instrumentalise le Maroc contre l'Algérie, l'Algérie contre le Maroc. On instrumentalise la Mauritanie contre le Mali. On instrumentalise le Nigeria contre l'AES, la Côte d'Ivoire contre le Mali. Pourquoi? Parce que quelque chose de grave s'est passé dans nos élites et dans nos peuples. L'incapacité de penser que pour que nous soyons collectivement respectés dans le monde, il faut que nous soyons unis. Il faut que nous soyons forts ensemble. Qu'est-ce qui ne serait pas possible comme développement extraordinaire dans la région sahélienne si la Mauritanie, l'Algérie arrêtait de jouer le jeu de la déstabilisation? Si la CEDEAO arrêtait de jouer le jeu de la déstabilisation? Si le Rwanda et l'Ouganda arrêtaient de jouer le jeu de la déstabilisation? Qu'est-ce qui ne serait pas possible sur ce continent en termes positifs? Oui, c'est la troisième réflexion que tout ceci m'inspire. Est-ce que les démons qui nous paralysent et qui nous obligent à nous entretuer vont enfin être exorcisés? Parce que là, tout le monde voit très bien que cet épisode de la crise sahélienne s'explique par la manipulation de la France. Sans le soutien français, l'armée malienne aurait déjà réglé les comptes du JNIM-FLA.
sans le laxisme algérien, le laxisme mauritanien, le laxisme ivoirien, le laxisme béninois, le laxisme nigérian, le Sahel aurait déjà écrasé les terroristes. C'est la même chose en Afrique centrale. Regardez le comportement de pays comme le Tchad, de pays comme le Rwanda, de pays comme l'Ouganda envers leurs voisins. Un coup, on donne l'impression de s'engager dans l'intérêt commun. Un autre coup, on s'associe aux ennemis contre le pays voisin. Au nom de calculs de courte vue. Au nom de tout petits calculs qui ne sont valables que pour 5 ou 10 ans avant un nouveau chaos. Oui, mes chers amis, ce sont ces idées qui m'ont amené à m'installer devant ces caméras pour vous parler. Une très grande fierté, une très grande reconnaissance envers le président Assimi Goïta et ses compagnons pour leur sagacité. Une très grande déception envers la France, ma patrie adoptive, qui se retrouve aujourd'hui dirigée par un individu abominable, un individu qui fait honte même à ceux qui ne l'ont pas élu. Ceux qui n'ont pas voté pour lui ont honte. Parce que normalement, ceux qui ont voté pour lui sont en colère. Ils sont fous de rage. Ils ont été abusés. Mais ceux même qui n'ont pas voté pour Macron maintenant ont honte. Tout Français, toute Française, quelle que soit son origine, naturalisée ou pas, qui se rend compte que c'est Macron qui est le président de la France, ressent une honte profonde. Oui, comme on a honte d'avoir Biya à la tête du Cameroun, on a honte d'avoir Macron à la tête de la France. On a honte d'avoir Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux d'avoir des dirigeants comme ça. Des ennemis de leur peuple. Des fossoyeurs. C'est honteux. Mais enfin, quand même, Dieu ne nous a pas créés en vain. Et il ne faut pas perdre espoir en l'homme. L'homme n'est pas qu'une passion inutile. Il est aussi la traversée vers l'absolu. Il est aussi une marche vers le Tout-Puissant. Donc, oui, nous pouvons gémir, mais nous devons espérer. Et bienvenue dans la cité à nos braves Famas.